asking. I need something that's healing, but you just drag me in. You're good at stealing what you don't know. You pull me with your eyes. I'm the water, I'm the water. Don't get too close to me. You pull me with your eyes. I'm the water, I'm the water. Don't get too close to me. You pull me with your eyes. I'm the water. Don't get too close to me. Your eyes. I'm the water. Don't get too close to me. I'm the water. Don't get too close to me. Your eyes. I'm the water. Don't get too close to me. I'm feeling water rising, and I just keep on breathing to move on. The only thing that's healing is when you're close to me, but you're just stealing what you don't know. You pull me with your eyes. I'm the water, I'm the water. Don't get too close to me. You pull me with your eyes. I'm the water, I'm the water. Don't get too close to me. You pull me with your eyes. I'm the water. Don't get too close to me. Your eyes. I'm the water. Don't get too close to me. I'm the water. Don't get too close to me. Your eyes. I'm the water. Don't get too close to me. You pull me with your eyes. I'm the water. I'm the water. Don't get too close to me. You pull me with your eyes. I'm the water. I'm the water. Don't get too close to me. I heard that you're no longer together. Forget her. She never loved you like I did. I wasn't ready, but now I'm ready for you. The weight has been heavy. Say that you miss me. I know you're unsteady, and I don't mean to make this worse, but you need to hear these words. I think about the love you gave every day. I think about the hope you gave, then took it away. And baby, if you give me a chance, I give all
allô, allô? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce qu'on m'entend dans la salle? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce qu'on m'entend dans la salle? Merci beaucoup pour la dame qui a dit oui. Et si on reprenait nos travaux et nos échanges, qu'en dites-vous? On a bien mangé? C'était bon? On a bien mangé? C'était bon? Merci beaucoup! Je vous ai dit, je ne suis pas chauffeuse de salle là, mais je me pratique. Donc, je vous propose qu'on reprenne nos travaux de la journée. Parce que jusqu'à maintenant, on a juste fait une thématique sur 3. Donc, on a encore 2 à couvrir. Donc, on va reprendre parce qu'on est aussi dans tout le temps. Tout à l'heure, ce matin notamment, il y a eu une question qui vous a été posée dans WooClap. Il y a eu des enjeux en termes de réponses parce que les instructions, les échelles, etc. n'étaient pas très claires. Et François l'Italien, tantôt, il paraît qu'on entend de la musique, monsieur, madame les régisseurs. Merci beaucoup d'avoir attiré mon attention. Parfait. Donc, comme je disais, ce matin, il y avait une question qui a été posée dans WooClap lors de la période de travaux en sous-groupe qui était peu claire, peu précise. Et nombreux d'entre vous avaient demandé qu'elle soit reprise. Eh bien, devinez quoi? On va la reprendre, comme l'a précisé François l'Italien. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes encore connectés à WooClap, on va pouvoir y aller. Pour ceux d'entre vous qui sont déconnectés, ce n'est pas grave. Je vous invite à vous reconnecter à nouveau. Juste pour rappeler, l'adresse courriel pour se connecter, c'est www.wooclap.com/SOMM 2022 pour vous reconnecter à WooClap. Donc, je répète, www.wooclap.com/SOMM 2022. Parfait. Donc, si vous le permettez, on va donc reprendre la question. Et je vais essayer de mieux vous expliquer comment faire pour voter. Cette fois-ci, vu qu'on reprend la question, on ne va pas prendre de période d'échange. On va directement aller avec les réponses. Ça vous va comme ça? Donc, à vos écrans, comme la question était la suivante. Si des réformes concernant le revenu de retraite devaient avoir lieu au Québec, lesquelles seraient prioritaires? Vous avez différents choix à voter. Je vous laisse voter. Ce serait choix numéro 1, améliorer la qualité des régimes complémentaires de retraite déjà existants. Choix numéro 2, promouvoir et susciter davantage d'épargne retraite individuelle. Choix numéro 3, soutenir l'accès à un revenu de retraite viable à toutes les personnes à travers différents régimes, je pense. Ou bien, choix numéro 4, qui est le même. Madame la régisseur. Là, je vois que j'ai 13 répondants sur 189 personnes. Oui. Le quatrième choix est différent du premier. C'est-à-dire, là, c'est améliorer l'accès au régime complémentaire de retraite. Excusez-moi, monsieur C'est l'Italien. l'accès. Merci beaucoup pour la précision. Donc, je recommence. N'oubliez pas, hein, je suis aussi un être humain, animatrice de charme, mais être humain pareil. Donc, la question était, si des réformes du revenu de la retraite devaient avoir lieu au Québec, quelles seraient les priorités? Numéro 1, améliorer la qualité des régimes de retraite complémentaires déjà existants. Numéro 2, promouvoir et susciter davantage l'épargne retraite individuelle. Numéro 3, soutenir l'accès à un revenu de retraite viable à toute personne. Numéro 4, améliorer l'accès aux régimes complémentaires de retraite. En fait, en termes de priorité, ce serait, l'échelle c'est de 1 à 5. Donc 5 c'est le plus, ce qu'on veut le plus. Ok,
Non, merci. Merci beaucoup, madame la régisseur. Donc, le numéro 1, c'est votre choix numéro 1. Numéro 5, c'est votre dernier choix. Mais sauf qu'on n'en a pas 5, on a 4 choix à hiérarchiser. Donc, priorité numéro 1, c'est position numéro 1. 2, c'est numéro 2, etc. Donc là, on a 75 répondants sur 192 personnes. Et moi, ce que je vois, c'est que la priorité serait surtout à soutenir l'accès à un revenu de retraite viable à toutes les personnes. C'est ce qui ressort. Non. En premier, le 1, c'est pour le choix prioritaire, la première priorité. Donc là, on voit 123 répondants. Et ce qui sort en pole position, donc les 3 premières positions, c'est numéro 3, soutenir l'accès à un revenu de retraite viable à toute personne. En deuxième position, ça va être le numéro 4, améliorer l'accès au régime complémentaire de retraite. Et en troisième position, c'est le numéro 1, qui est améliorer la qualité des régimes complémentaires de retraite déjà existants. Parfait. Donc, je pense que la grande majorité d'entre vous a déjà voté. Donc, on va passer à la suite de l'après-midi. Donc, merci beaucoup d'être revenu ou bien d'être resté avec nous aujourd'hui. On va passer à la thématique numéro 2 de la première édition du Sommet de la retraite. Alors, le modèle de retraite retenu au Québec depuis 60 ans est à une croisée des chemins. Ce modèle fait reposer en gros le revenu de retraite sur 3 principaux piliers: la composante publique, les régimes d'employeurs et l'épargne retraite individuelle. Or, nous savons que les régimes d'employeurs se sont détériorés au cours des dernières années. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire pour faire face à cela d'ici 2040? Comment mieux protéger et améliorer les rentes de retraite des personnes dans les prochaines décennies? Raison pour laquelle la thématique numéro 2 est donc la protection et l'amélioration des rentes en 2040, comment faire mieux? Pour commencer cette thématique-là, je vais inviter à se joindre à moi sur la scène la première conférencière, qui est Madame Lucie Lamarche. Madame Lucie Lamarche, était dans la salle là? Oui, donc parfait. Donc, Madame Lucie Lamarche est professeure à la Faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM, où elle enseigne le droit social et du travail. Elle enseigne également le droit international des droits économiques, sociaux de la personne. Et aussi, tout le long de son parcours, elle a reçu de nombreux prix et mérites pour son engagement, notamment à l'Association canadienne-française pour l'avancement des savoirs, l'ACFAS, à la Société royale du Canada et dans plusieurs chaires de recherche. Donc, mesdames et messieurs les participants, en cet après-midi, accueillons chaleureusement Madame Lucie Lamarche. Bon après-midi. Et oui, je suis la fille de la journée, je crois. Mais je le savais, alors je ne tiendrai point rigueur à Monsieur l'Italien. Mais j'ai un petit problème, là. Comment je fais pour passer à mon PowerPoint? Ah! Désolée pour l'imbroglio. Alors, félicitations aux amis de l'Observatoire pour cette magnifique journée. Je suis très heureuse d'avoir été ici ce matin. J'ai appris plein de trucs et merci pour l'invitation. C'est tout de même audacieux d'inviter quelqu'une qui n'est ni actuaire,
ni économiste, ni super spécialiste des régimes de retraite. Je vais me voler 30 secondes pour partager une anecdote ou une information avec vous, compte tenu de tout ce que j'ai entendu ce matin. J'enseigne un cours à l'UQAM, à la maîtrise, qui s'appelle « Droit de la protection sociale ». Donc, c'est un public dans une fourchette d'âge, 20-30 ans plus ou moins, scolarisé, professionnalisé. Et je peux vous dire que quand j'aborde le bloc retraite, c'est la panique, la terreur et la catatonie. Donc, oui, il y a énormément de travail à faire sur ce thème. Donc, mon petit blurb s'intitule « Pourquoi importe-t-il de considérer le droit à la retraite comme un droit humain ?» Alors voilà, je mets en jeu cette idée que la retraite, c'est l'expression d'un droit humain. Hein? C'est quelque chose qui est lié à ce droit fondamental qui est celui à la vie digne et décente. Et d'ailleurs, ce n'est pas une grande trouvaille parce que l'Organisation internationale du travail l'a affirmé il y a déjà plus d'un siècle, cette idée que le travail est un risque et que les risques du travail doivent trouver réponse, quel que soit le contexte, dirais-je, afin d'assurer ce droit à la vie digne et décente. Toutefois, voici mes petites bulles, et ça a été dit, je crois que c'est François Lamoureux qui a évoqué cette question ce matin. Je pense que si on veut regarder devant, il faut exiger de soi-même une relation d'interdépendance avec, on pourrait dire, d'autres risques ou d'autres droits humains. Et c'est un peu ça l'effet de mes petites bulles, tant le logement que l'environnement ou la santé, des thèmes qui ont été évoqués ce matin, mais j'ai ajouté la bulle de la participation citoyenne, qui est quand même quelque chose d'inhérent à l'idée de la réalisation des droits humains. Alors voilà donc que je vous demande de considérer l'enjeu de la retraite comme un enjeu de droits humains. Alors pourquoi? Parce que ça doit signifier quelque chose sur le plan des obligations de l'État, ce qui ne sacrifie en rien les enjeux d'un contrat social, mais qui interpelle de manière particulière la responsabilité étatique. Deuxième point que je veux porter à votre attention, c'est, et peut-être que j'aurais aimé ça qu'on en parle un petit peu plus ce matin, la retraite de demain, c'est aussi celle des travailleurs précaires d'aujourd'hui. Alors, il y a des petits chiffres, là, rassurez-vous, c'est mes seuls petits chiffres, mais il faut quand même se dire que c'est des chiffres 2018. En 2018, l'emploi atypique, c'était 36,9% des emplois de la population active. Vaste programme que l'emploi atypique, mais ça dit quelque chose quand même qu'on a passé le moment où la relation entre le travailleur et la retraite, c'est la relation entre cette personne qui a un emploi sur le temps long, à temps plein, qui ne change pas de job trop souvent et qui n'a pas un employeur trop ratoureux. Alors, l'autre enjeu qui est très important, c'est l'enjeu du cumul des emplois, particulièrement chez les femmes, et bien sûr, j'y arrive, celui des emplois que j'appelle ubérisés. Alors, c'est une autre expression valise, hein, c'est la gig qu'on ne sait pas trop si c'est un travailleur dépendant ou un entrepreneur dépendant ou indépendant. C'est des chiffres importants parce que si on parle de cotisation, de littératie, d'éducation aux droits humains, à la retraite, c'est aussi de ces gens-là dont on parle. Alors, j'ai essayé de démêler une petite pelote de laine pour mieux me faire comprendre. Au centre, vous avez celui que j'ai qualifié de travailleur. Bon, ça, c'est presque l'archétype de l'Organisation internationale du travail du 20e siècle, qui a tout construit le modèle de la protection sociale sur le travailleur masculin d'usine, qu'on appelait le semi-skilled, temps plein, ayant charge familiale. Alors, on peut aujourd'hui intervertir les genres, mais il y a encore un énorme patrimoine, je dirais, de cet archétype dans la construction de la protection sociale. Puis vous avez des
groupes sociaux qui sont en périphérie, mais alors là, vraiment en périphérie, j'en ai identifié quelques-uns, mais ubérisés, les travailleurs en situation de handicap, les travailleurs à temps partiel, que j'appelle les as ou les as des petits boulots, les entrepreneurs indépendants, et il faut les nommer, les travailleurs migrants, s'agisse-t-il de travailleurs détenant la résidence permanente ou de travailleurs migrants temporaires. Donc, on ne peut pas, me semble-t-il, mener la discussion en ne tenant compte que de l'acteur central qui est le travailleur. Il faut tenir compte de la périphérie. Donc, ayant posé l'enjeu de la précarité et des travailleurs de la périphérie, encore une fois, Matt Lamoureux ce matin disait « Oui, mais c'est quoi le but? » Ben oui, mais bonne question. C'est quoi le but pour la retraite de demain, compte tenu de la précarité d'aujourd'hui ou de demain? Et j'ai reformulé ça un peu en disant « C'est qui a la pole position et quel est l'objectif de la course? » Il me semble, je vous soumets ça respectueusement et amicalement, que cette question-là, on ne la pose pas si souvent finalement. Est-ce que l'objectif, c'est sauver le régime ou garantir la vie digne et décente? Et j'ai ajouté aux nomenclatures ou énumérations habituelles que l'on voit dans la littérature et que vous connaissez très bien, donc la pension de base publique, les régimes contributoires obligatoires et publics, les complémentaires, l'épargne individualisée. J'introduis un nouveau joueur qui, je pense, est un joueur extrêmement important quand on pense à demain à partir de l'expérience d'aujourd'hui. Ce sont les aides fiscalisées. Alors, le gouvernement fédéral et québécois ont dépensé pour l'année fiscale 2020 plus ou moins 2,5 milliards de dollars en crédits d'impôt divers. Le problème, c'est que 60% de ce 2,5 milliards de dollars est allé au transfert de revenus aux conjoints, finalement. Et donc, ce n'est pas vraiment les travailleurs les plus vulnérables qui en ont profité. Donc, est-ce qu'on veut continuer sur ce chemin? Mais il me semble qu'on ne peut plus nier l'importance dans le panier des options et des réalités économiques qui est celle des aides fiscalisées, qu'on appelle en anglais les Fiscal Welfare Policies. Mais ça nous ramène à quel est l'objectif de la course? Pourquoi discute-t-on de ce dont on discute? Pourquoi il me semble que la question est importante? Autre petit dessin. Parce que ce n'est pas les mêmes concepts qui sont mobilisés selon que l'on privilégie l'approche droits humains et droit à la retraite, parce qu'alors on privilégie la solidarité, la mutualisation, l'inclusion et le niveau de vie décent. C'est la recette historique de l'Organisation internationale du travail. Si on privilégie l'approche du bon investissement, comprenez-moi bien, je ne dis pas que les approches sont mutuellement exclusives, mais si on privilégie l'approche de l'investissement, on parle une autre langue. On parle de contrat, je deviens un risque, bon risque, mauvais risque. On parle de gestion et on parle d'inclusion, exclusion par rapport à qui est le bon risque et le mauvais risque. Alors, il me semble qu'il y a de la friture sur la ligne entre l'une et l'autre approche. Or, il ne devrait pas y avoir de friture sur la ligne entre la retraite comme expression d'un droit humain, ma petite boîte de gauche, et le besoin que cette immense épargne qui est mobilisée le soit, bien sûr, correctement. Mais peut-être qu'on pourrait aussi imaginer une logique de bon investissement ou d'investissement sain soumis à un objectif plus grand qui est celui du droit humain à la retraite. De mon point de vue, ça change les choses. Et là, grande découverte, et ça m'intrigue beaucoup. Les lois canadiennes et québécoises, je vous propose une petite énumération sur la slide, là. Ben, il n'y a pas de préambule dans ces lois-là. Ce sont des lois qui ne disent jamais pourquoi on adopte une loi sur la pension de vieillesse, pourquoi on adopte une loi sur le régime des rentes ou pourquoi encore on a adopté la loi sur les régimes complémentaires de retraite. Ce sont des lois ardues à lire, j'en conviens, et
c'est comme les sapins de Noël, assortis d'une tonne de règlements, mais qui rentrent dans le vif du sujet de l'investissement et de l'administration, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Donc, habituellement, une loi, c'est dire, bien, voici pourquoi j'adopte cette loi. Bon, là, non, il n'y a pas de pourquoi. Il y a un ensemble de vocabulaire technique assez impressionnant qui touche des thèmes, j'en énumère quelques-uns ici, les âges, les seuils, les conditions, les contributions, la régression, l'inclusion, l'exclusion, pour ajouter l'administration. Mais cherchez pas, ni dans la loi la loi fédérale sur la sécurité de vieillesse ou les lois québécoises que sont celles sur le régime des rentes ou les régimes complémentaires, de but ou d'à propos à cette loi. Notre problème est compliqué du fait que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne est parfaitement muette sur le droit à la retraite, comme elle est muette d'ailleurs sur le droit à la santé, comme elle est muette sur le droit au logement, pour des raisons circonstancielles. Ce qu'elle ose énoncer, c'est le droit à un environnement sain, mais c'est un peu timide comme posture, ce qui nous place déshonorablement dans les 50% des pays du monde qui ont des constitutions muettes sur des droits aussi importants que le droit à la retraite. Ça veut dire que les lois que sont celles qui gouvernent le sujet dont on parle aujourd'hui ne sont pas chapeautées par un principe directeur et donc on n'a pas d'outils dans le coffre à outils pour interpréter les lois concernant la retraite en fonction de ce but que l'on recherche et qui, pour l'exprimer de la manière la plus simple, est celui à une vie, pas seulement un revenu, une vie digne ayant atteint l'âge de la retraite. Donc, dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il manque des outils dans le coffre à outils québécois et je pense que ce sont des outils essentiels. Attardons-nous à votre spécialité, soit la loi sur les régimes complémentaires de retraite. Alors, j'ai intitulé cet acétate « La fiducie d'investissement et son psychodrame ». Je pense que j'aurais pu prendre des mots plus durs, mais je me suis gardé une petite gêne. Donc, je cite le paragraphe juste pour que vous voyez, vous le savez, mais les voyez-vous encore, le nombre d'acteurs qui sont impliqués dans cette gestion hautement technocratique qui est celle des régimes de retraite complémentaires. La gouvernance des régimes de retraite, c'est un carrefour de contrats qui s'intéresse à des interactions. Et voici les acteurs. L'administrateur, l'employeur, les participants, les bénéficiaires, les gestionnaires, les actuaires, les gardiens de valeur. Ça fait beaucoup de monde. Le problème, c'est que comme il s'agit d'une fiducie d'investissement sans but de nature sociale, pourrait-on dire, ben on est en présence d'un psychodrame de réconciliation d'intérêts divergents. Et vous le savez mieux que moi. Et ce n'est pas toujours heureux comme résultat, d'autant que le bénéficiaire, dont l'administrateur doit au premier chef protéger les intérêts, très souvent, il reçoit un peu le contrat de fiducie elle reçoit un peu le contrat de fiducie sur la tête plus qu'il ne participe à son élaboration. Cela m'apparaît hautement étrange. Et ce qui m'apparaît encore plus étrange, c'est que le Code civil prévoit des fiducies dont on peut identifier le but. Spécifiquement, je pense par exemple aux fiducies d'utilité sociale. Donc, il me semble qu'il y aurait un intérêt à créer, je ne sais pas moi, une fiducie d'intérêt humain que serait la fiducie d'un régime de retraite. Mon point étant qu'au-delà de l'investissement et de la gouvernance de l'investissement, on a un régime à angle mort parce qu'il n'a pas de but, sauf celui, évidemment, de créer ce patrimoine fiduciaire destiné au versement des prestations. Donc, pas de but, enfermé, c'est pas la fiducie le problème, c'est la nature, la fiducie. Enfermé dans une fiducie d'investissement, on n'a pas d'outils dans cette loi pour corriger les asymétries d'information et les conséquences, pas toujours heureuses, de la conciliation d'intérêts divergents.
Donc, pour ces raisons qui sont propres à la fiducie d'investissement telle qu'elle est posée dans la loi sur les régimes complémentaires de retraite, le bénéficiaire n'est pas à l'abri, il n'est jamais vraiment à l'abri des risques sur son salaire, et c'est une question plus vaste que de poser seulement comme terme du débat les prestations déterminées, les cotisations déterminées ou les prestations cibles, parce que c'est contraire à la théorie des droits humains, un cadre réglementaire québécois complètement silencieux, qui, elle, pose comme but la vie décente et la retraite décente. Et je répète que ce n'est posé nulle part dans la loi. Moi, je suis une romantique optimiste. Évidemment, il faut croire au droit. Si vous ne croyez pas, on est mal barré. Mais je pense qu'on peut faire mieux avec le droit québécois que de continuer à encourager ce silence et cette confusion. Donc, en conclusion, ça va vite, 20 minutes. L'approche droits humains et la retraite. Où doit-on dire, je vous propose qu'on doit le dire, quelque part dans le droit québécois, et ce quelque part, ça peut être la charte, bien compliqué d'amender la charte, moins compliqué d'amender les lois ordinaires, qui est la loi sur le régime des rentes ou encore celle sur les régimes complémentaires de retraite. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant. Et là, je me permets une pointe d'humour. Attention, les amis. Le droit à un niveau de vie suffisant, c'est différent du droit de ne pas être pauvre. Comme disait mon mentor quand j'étais beaucoup plus jeune, Lucie, moi, je ne lutte pas contre la pauvreté parce que je lutte pour le partage de la richesse, c'est pas pareil. Il y a des phrases comme ça qui vous marquent pour la vie. Alors là, on peut décoller de la mesure du panier de consommation s'il s'agit de garantir un niveau de vie suffisant et non pas de donner comme seule responsabilité à l'État celle de garantir que les travailleurs retraités, quelle que soit la typologie, de l'ubériser à la personne qui a 40 ans d'ancienneté est un droit plus généreux que celui de ne pas être pauvre. Deuxième principe, l'État est le premier répondant. Je n'ai pas dit qu'il est le seul. Il est le premier répondant de ce droit. Ça pose les termes du débat. Par exemple, lorsqu'on parle d'épargne individualisée, quel est l'a priori derrière le principe de l'épargne individualisée, pas la tuyauterie et les 1000 possibilités, c'est la responsabilité individuelle. C'est un peu ça le trade-off entre affirmer l'État est le premier répondant et dire je suis le premier artisan de mon épargne individualisée. Ce n'est pas mutuellement exclusif, mais l'État ne peut céder le pas à la responsabilité individuelle du point de vue des droits humains. Donc, l'employeur, pour sa part, autre acteur fondamental du contrat social, il a donc des obligations envers le droit à la retraite, et j'ai osé ajouter, et non des humeurs. Il a des obligations, et l'État a un devoir de veiller au respect de ces obligations. Mais comme c'est un psychodrame un peu, la loi sur les régimes complémentaires de retraite, c'est pas facile de voir linéairement, quand on a le courage de la lire au complet, cette loi, où est la responsabilité de l'État par rapport aux, parfois, humeurs plutôt qu'obligations de l'employeur. Et finalement, je reviens à mon acétate de départ, le droit à la vie digne ne se limite pas au chèque, peut-être j'aurais dû mettre un pluriel à chèque, au chèque de retraite. La retraite et le droit à la vie digne à la retraite, c'est interdépendant avec, si vous n'aimez pas d'autres droits humains, utilisez l'expression risques sociaux, être mal logé, être malade, etc. Donc, ça s'appelle une proposition du champ gauche et j'espère qu'elle vous inspirera. Merci. Merci beaucoup, Madame Lamarche, d'une représentante féminine parmi nos conférencistes aujourd'hui. Donc, avant de continuer à nos conférenciers et avant d'appeler le prochain conférencier, on a une question de sondage dans WooClap encore.
Je sais, on va utiliser WooClap à nouveau. Donc, j'espère que vous êtes encore connectés. Donc, parfait. Donc, on va se reconnecter, si vous permettez. C'est très rapide. Je pense que maintenant, vous êtes habitués. Hein? L'adresse pour se reconnecter, encore une fois, c'est www.wooclap.com/SOMM 2022. Besoin que je répète? Non, c'est correct? Parfait. Donc, la question est la suivante. Les restructurations des régimes de retraite ont laissé des traces chez les personnes retraitées et les collectifs de travail concernés. Notamment, dans plusieurs cas, elles ont polarisé et opposé ces deux groupes de participants. Selon vous, pour éviter de revivre ces épisodes au cours des prochaines décennies, quelles mesures structurantes devraient être adoptées en priorité? Encore là, c'est un travail de priorisation. Pardon? La question est là. Donc, selon vous, quelles sont les priorisations à faire pour éviter des polarisations entre les différents groupes de participants à la retraite? Je vais essayer de lire. Donc, on a une proposition pour lutter contre les stratagèmes d'entreprises destinés à se départir de leurs travailleurs. Je vois pas tout là. De leur responsabilité. Merci beaucoup. Il faudrait changer la configuration des questions des réponses parce que je ne veux pas les lire. Elles sont incomplètes. De mon bord, en tout cas. Mais je vous laisse répondre aussi. Est-ce qu'il y en a, tout le monde a pu se connecter à WooClap correctement? C'est parfait? Super. Donc, on a 20 répondants sur 198 et la majorité d'entre vous sont en train d'opter pour le choix numéro 4. Renforcer la protection juridique des rentes en cas de faillite. Il me semble que j'ai entendu un certain M. Joali s'en parler. « 77 répondants. Et la priorité première reste la même. À 63%, c'est renforcer les protections juridiques des rentes en cas de faillite. La deuxième priorité semble être impliquer au mieux toutes les personnes participantes au régime de retraite. Ensuite, on va en voir en troisième position, doter le Québec d'un cadre réglementaire pour prévenir et faire face à... Parfait. Je vous laisse un dernier 30 secondes pour répondre dans WooClap, puis après on va passer à notre prochain conférencier. Donc, dans vos réponses, on a rendu à 138 répondants. La priorité numéro 1 à 58% des réponses, c'est renforcer la protection juridique des rentes en cas de faillite. En deuxième position, c'est impliquer au mieux toutes les personnes participantes au régime de retraite. Alors, parfait. Dans la thématique numéro 2, qui est, je vous rappelle, la protection et l'amélioration des rentes en 2040, comment faire mieux, nous avons eu la chance d'écouter Mme Lucie Lamarche, et maintenant c'est au tour de M. François Bélanger de se joindre à nous. François Bélanger agit actuellement à titre de coordonnateur du développement des programmes et de conseiller émérite pour Retraite Québec. À ce titre, il participe activement aux travaux d'évaluation du système de sécurité du revenu à la retraite au Canada et au développement des régimes de rente du Québec. Il est notamment membre associé de la Society of Actuaries. Monsieur François Bélanger, merci de l'accueillir chaleureusement aussi. Bonjour. Pour certains, effectivement, je suis un actuaire et
aussi un spécialiste de la retraite, comme souvent, on me percevait des fois un peu négativement depuis ce matin. Je vais vous amener dans une univers un peu plus, dans mon univers, ça va être plus concret et plus de chiffres. En fait, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment de en revenir un peu sur ce que l'évolution du système de retraite dans les dernières années, puis vous montrer comment le régime de rente est là un outil important pour tous les travailleurs. Là. En fait, ils ont tous accès, peu importe la forme de travail. C'est un régime qui a une capitalisation quand même partielle, mais qui est très stable pour les prochaines décennies. Donc, il va être là pour 2040 sans problème. Bon, en fait, on va revenir sur le système. Ensuite, je vais vous donner un peu le contexte qui nous a amené à bonifier le régime. On va voir comment le régime bonifié a une efficience, mais qui ne règle pas nécessairement tous les problèmes. Donc, si on regarde notre système de retraite, essentiellement, c'est cette petite maison-là. Tout le monde en parle, mais c'est quand même important de comprendre les bases. Tout le monde a, en gros, à partir de 65 ans, 8 000 $ de revenus qui est versé à partir des taxes et impôts généraux de tout le monde. Donc, il n'y a aucune capitalisation de ça. Puis ça, pour l'essentiel, là, c'est une bonne partie de notre contrat social. En fait, on dit que les prochaines générations vont financer ce programme pour des autres générations par la suite. En plus de ça, on a un programme qui s'appelle le supplément de revenu garanti, en fait, qui sert essentiellement à aller chercher les plus pauvres parmi les gens. En fait, plus pauvres, c'est en fait qu'ils ne touchent pas un revenu plus qu'un certain montant dans l'année. Des fois, il y en a qui peuvent avoir quand même beaucoup d'actifs. Donc, ce supplément de revenu garanti-là, il est quand même présent souvent, parce que PSV, c'est 1 700 000 Québécois. Et le supplément de revenu garanti, c'est 650 000. Tantôt, on a parlé, là, c'est 38 % à peu près des Québécois qui reçoivent en partie ou en totalité le supplément de revenu garanti. Là, la petite partie de boîte que moi j'aime, puis que, en fait, où je travaille, essentiellement, c'est l'idée qu'on a un régime d'assurance qui s'emboîte sur cette prestation-là. Ce régime-là, il est offert à tout le monde, puis pour l'instant, il donne encore à peu près 25 %. En fait, c'est la structure qu'on y avait donnée en 1966 quand on l'a créé. Donc, les individus, tout au long de la carrière, cotisent, il y a une part employé-employeur, et ça leur assure un revenu tout au long de leur retraite. Et finalement, on en a parlé souvent aussi, de la fameuse troisième étage, où c'est les régimes complémentaires de retraite qui jouent un rôle important, mais ils ne sont pas nécessairement offerts à tous. On a à peu près 37 % qui ont des régimes des RPA, comme on va dire, ou des régimes complémentaires de retraite, puis la majorité d'entre eux, par contre, ils ont accès à des beaux régimes à prestations déterminées, comme on a dit aujourd'hui. Pour les autres, on peut travailler du côté des REER collectifs, puis on peut aussi, le RVR qui a été créé par Retraite Québec, puis qui nous a amené un peu plus de participants. En fait, il y a 2,4 % des gens qui participent au RVR en plus là, depuis la création de ce produit-là. En tout, c'est 55 % de gens qui participent à un système d'épargne collectif à cet étage-là. Puis évidemment, il y a le CELI, mais le CELI, c'est très, très difficile d'avoir des informations là, qui ne sont pas présentes dans ce tableau-là. Donc, c'est la fameuse petite maison qu'on s'est donnée en 1966. En gros, c'était un peu les barèmes sociaux de l'époque. En fait, on visait 45 % à peu près de régime public. C'était comme un minimum qu'on assurait à l'individu au moment de sa retraite. Aujourd'hui, ça a un petit peu moins, ça autour de 40-43 % qui est offert par les deux mécanismes de base. Et vous voyez quand même que la majorité des gens, 30 000 et moins, normalement, les deux premiers étages sont suffisants. Mais dès que vous gagnez plus que 30 000, bien, théoriquement, vous avez besoin d'épargne personnelle ou de participer à un régime collectif. Bien, en 2010, ça a existé depuis longtemps, on a réalisé qu'il y avait des enjeux. Il y avait beaucoup de gens qui ne participent pas à de l'épargne collective, donc les revenus à la retraite étaient un peu faibles.
Et aussi, ben, il y avait un certain transfert, on en a parlé aussi, des régimes à prestations déterminées vers les régimes à cotisation déterminée. Mais il y avait aussi un phénomène qu'on va parler plus aujourd'hui, c'est qu'il y a un pourcentage élevé de gens qui choisissent la rente au moment le plus, disons, à premier âge possible. Donc, en fait, notre système qui devait normalement livrer 25 pour ces individus-là, livre à peu près 16 à 17 Juste pour vous dire, actuellement, dans le régime de rente, on a 2 millions de retraités, puis j'ai 1 250 000 à peu près retraités qui ont pris leur retraite entre 60 et 71 mois. Ces individus-là, ils ont entre 24,5 puis 36 de réduction. Donc, quand ils abordent la retraite, ils ne l'abordent pas avec la pleine valeur d'un régime indexé comme le régime de rente. Ils ont délibérément choisi d'avoir des rentes plus faibles. Puis ça, vous donnez une image, c'est que si aujourd'hui, ces 1250 personnes-là, on les ramenait à la rente qui était promise, bien, grosso modo, il y aurait 215 $ de plus par mois par retraité. Si tout le monde aurait attendu 65 ans. Vous avez compris, bien ça a une incidence sur l'efficience du système de retraite. Fait que, entre autres, on a choisi de bonifier le régime. Puis on est en processus de bonification. Mais là, il faut comprendre que la bonification du régime, on en parle comme un régime de 33,3 mais ce 33,3 %-là, il va être payable en 2064-2065. Fait que pour aujourd'hui, le régime il est encore autour de 25, 26, 27, là, mais on n'est pas encore fait un long processus là-dedans. La première partie, qui était l'expansion, puis on va le voir plus à la prochaine acétate, qui était l'expansion, la partie du haut, c'était d'ajouter 8,3 % aux gains jusqu'au maximum des gains admissibles, environ 64 900 aujourd'hui. Donc, cette première partie-là, elle se termine le 1er janvier 2023, puis ça va donner lieu à un deuxième segment qui est essentiellement l'expansion du salaire admissible dans le régime. Donc, on va passer, le salaire admissible va augmenter de 14 % sur 2 ans, 7 % par année, puis on va se retrouver quand même avec un régime qui va couvrir 80 %, qui va être à peu près à 80 000 $. Donc, pour un travailleur qui va arriver à la retraite en 2065, mais sa maison est modifiée par cette intervention-là. Essentiellement, on voit là, que le RRQ est maintenant à 33,3 %. Puis, l'autre élément, puis on en a parlé un peu aujourd'hui, les programmes de sécurité de vieillesse, par contre, sont indexés seulement à l'inflation et non au salaire. Fait qu'on prévoit que pour cet individu-là, la PSV puis le supplément de garantie vont représenter entre 9 et 15 % Et l'effort pour des régimes privés, par contre, il est réduit. On se retrouve à peu près à 22-25 % d'efforts à aller chercher additionnels pour un travailleur moyen. Puis, par contre, là, je vous ai donné une punch tantôt, cette bonification-là, elle apporte très peu aux gens qui s'approchent de la retraite. Donc, l'effet est limité. Il y a plusieurs travailleurs qui ont toujours peu ou pas d'épargne. Puis, il y a plusieurs travailleurs aussi, puis on en a parlé un peu, qui transportent maintenant beaucoup d'actifs, mais qui ont des rentes on dirait des bénéfices sous forme de rente qui sont relativement faibles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ces individus-là? Bien, en fait, il y a déjà de la flexibilité possible dans le régime, dans notre système de retraite. En fait, on va voir que le report de la versement de la rente du RRQ, c'est une avenue à envisager sérieusement pour ces personnes-là. Ça a 2 effets. On va voir accroître les revenus, mais aussi minimiser les risques qui vont être vécus durant la retraite dans les prochaines années. Donc, notre système, le but, c'est d'assurer un revenu adéquat durant la retraite, mais c'est aussi de minimiser ces risques-là, surtout le risque de longévité, le risque d'inflation, qu'on en parle de plus en plus. On avait comme oublié qu'il existait. Puis,
Aussi, le risque de gestion, parce que la gestion aussi de son actif, surtout dans des âges un peu plus avancés, mais ça peut devenir relativement complexe. Donc, quand on reporte le RRQ, on a un potentiel important. Fait que si au lieu de nos 1 250 000, on décidait de faire indirectement, de prendre la rente à 70 ans, mais on aurait la possibilité d'accroître de 42 le bénéfice qui va être payable. Puis je vais vous en montrer par des exemples. Puis ce qui est nouveau aussi, depuis quelques années, on peut faire le même exercice avec la PSB. Fait que les individus pourraient décider, c'est un peu le propos ici, d'attendre pour avoir ces rentes publiques-là à des niveaux nettement plus élevés par la suite, en s'assurant d'un montant de rente plus élevé, puis entre autres de protection contre l'inflation plus élevée. Donc ici, on a un peu illustré comment la valeur actualisée peut représenter pour un individu qui prend sa retraite à 60, 65 ou 70 ans. Mais de façon générale, à 65, il y a un saut de 15, puis un saut à 70 de 20 %. Donc, entre autres, si on veut différer, par contre, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu important, c'est soit on détient des avoirs ou des épargnes sous une autre forme, un RCR, un REER ou n'importe, ou un CELI, par exemple, ou soit on se maintient en emploi. Et là, se maintenir en emploi, ce n'est pas de dire qu'on ne prend pas de retraite. La prestation RRQ à 60 ans, mais c'est 400 $ pour une femme, 500 $ pour un homme. En fait, si on l'imagerait en train de travail, c'est environ une journée de travail par semaine, puis tu as déjà comblé ce que tu aurais pu normalement, un travail moyen aurait pu obtenir du RRQ. Donc, ici, on a fait une illustration. L'individu prend sa retraite à 60 ans, il demande son RRQ qui vaut 6 000 $ et il commence à toucher ses épargnes privées. Donc, pour l'exercice, on a supposé qu'il recevait 8 000 $ sous une forme viagère de ses avoirs privés, mais évidemment, ça, c'est sujet au rendement qu'il va faire dans les prochaines années. Il reçoit 14 000 $ à peu près, 14 640. Le même individu, il attend 70 ans pour avoir son RRQ, donc il va avoir 14 200 par année. Par contre, mais là, il faut qu'il vive de 60 à 70 ans. Dans le cas présent, il va utiliser son actif pour reporter le RRQ. Donc, il va prendre son épargne privée de 60 à 70 ans, au rythme de 16 110 par année, puis il va en plus, non seulement il y a des revenus plus importants à rente, plus de revenus viagers indexés garantis, il y a aussi un revenu additionnel à compter pour toute sa retraite, parce que la présence de la rente RRQ diminue l'exigence en termes d'épargne privée. Donc, cet individu, au lieu d'avoir 14 600, se retrouve avec environ 16 000 $ de revenus pour le reste de sa vie. Fait que, juste pour vous donner une image, notre petite maison aussi, on est capable de la modifier à court terme. On n'a pas besoin d'attendre en 2065. Si on prend la rente RRQ puis la PSV à 67 ans, bien, vous avez un exemple ici. La part RRQ est portée à 29 %, la composante PSV est portée à 17 % et les besoins d'épargne privée sont réduits à 24 %. Donc, le dernier bout de ma présentation, mon Dieu, je suis efficace. En fait, le travail, on en a parlé beaucoup, le travail il émerge comme un 4e pilier de la retraite. Tu sais, il n'y a pas tout du négatif, parce qu'un revenu de travail, ça a 2 qualités, de vous permettre d'accumuler des nouveaux droits, mais aussi de réduire l'exigence sur vos actifs que vous détenez déjà. Vous allez moins avoir besoin de décaisser, par exemple, vos REER, etc. Puis, on sait qu'actuellement, il y a une possibilité d'emploi qui est offerte presque à tout le monde. Je serais surpris. C'est un retraité qui partirait puis dirait qu'il a besoin qu'il est prêt à donner une journée. Je suis à peu près convaincu qu'il trouvera un employeur qui va répondre à ces critères dans un travail qui va être quand même intéressant, qui va lui permettre de voir des gens. Et évidemment, on peut accumuler des nouveaux droits dans le régime de rente par notre travail. L'autre chose qui se passe actuellement, c'est que les salaires augmentent. On est un régime un peu qui est basé sur le salaire avant l'événement, avant la retraite.
Fait qu'en fait, la croissance salariale qu'on observe dans le régime, elle commence à être favorable aux gens qui reportent la rente, parce que la rente, elle augmente quand même selon les salaires, alors que dès qu'elle est servie, elle augmente que selon l'inflation. En théorie, je dis ça, c'est pas toujours vrai, mais les salaires sont plus élevés que l'inflation, là, mais pour les prochaines années, là, ça va peut-être un peu moins vrai. Puis si on regarde notre MGA, là, depuis 2018, il a augmenté de 16,1 %. Si je regardais les 20 années avant, là, on jouait dans les 1,8, 1,9. Et là, on est en 2022, les salaires ont augmenté 3,3. Puis ça va être de la même grandeur là, en 2023. Parce que c'est comme un cycle. Tu as 5 années, puis à fur et à mesure que tu mets une bonne année, mais là, la dernière était moins bonne, puis la moyenne augmente. L'autre affaire qui est importante, c'est que vous avez une rente viagère et indexée, pleinement indexée à l'inflation. Cette protection-là, là, les individus, quand ils ont choisi d'avoir une rente réduite de 30 %, ils ont aussi choisi de réduire leur protection contre l'inflation de 30 %. Donc, de la composante RRQ, évidemment, ce n'est pas 30 % de leur portefeuille. Les pressions inflationnistes sont là. Au début, peut-être qu'il y a une dizaine d'années, on pensait qu'on pouvait vivre notre retraite 25-30 années avec une inflation de 2 %. Mais là, je pense qu'il faut vraiment considérer dans la planification de retraite la composante inflation, mais il faut aussi regarder la composante rente que vous avez dans le portefeuille. La valeur de ces rentes, ça, augmente évidemment. Ce que je veux souvent vous dire, c'est que la rente du RRQ, c'est la rente la moins chère en ville. Vous ne trouverez pas un assureur qui va vous donner cette rente-là. Une rente pleinement indexée, même je ne suis pas sûr qu'il y ait un assureur privé qui va vouloir vous en vendre. Donc, cette rente-là a une valeur implicite énorme. Donc, je pense que vous avez avantage à en profiter puis à l'intégrer dans votre planification financière de la retraite. Bon, mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que déjà, dans le système de retraite, on a une flexibilité qui est possible. On n'a pas parlé d'âge normal de retraite, on a juste changé un peu nos comportements, joué avec notre possibilité d'emploi ou nos actifs, puis on a une situation là, dans les années qui suivent qui est nettement favorable à la personne. Évidemment, bien, les risques sont réduits. Bon, bien, je pense que j'ai été rapidement, là, je suis habitué d'aller vite. Je vais vous installer près de Madame Lamarche. Et votre téléphone, bien important, pour vous clap tantôt. Merci beaucoup, Monsieur Boulanger, pour la belle présentation et beaucoup de données. Okay, je pense qu'on a eu beaucoup de stock là. Donc, on va essayer d'assimiler tout ça. Comme tout à l'heure pour la présentation de Madame Lamarche, on va faire encore un sondage dans WooClap. Donc, j'espère que vous n'êtes pas déconnectés, encore une fois. Et on va retourner dans WooClap. Il y a une question qu'on va répondre en mode sondage. Après la question, on va avoir une période de micro ouvert. Donc, vous avez des questions pour Madame Lamarche ou bien Monsieur Boulanger. Vous pouvez aller au micro, mais après la question dans WooClap. Donc, la question est la suivante. Les revenus provenant du régime des rentes du Québec et d'autres composantes publiques doivent normalement être complétés par les régimes d'employeurs. Face aux incertitudes croissantes associées à la qualité de ce complément, quelle devrait être la priorité pour assurer un revenu de retraite viable pour tout le monde en 2040? À vos claviers, messieurs, dames, en répondant vos claps. Donc, parmi les choix de réponses qu'on demande de prioriser, on va avoir numéro 1, réaliser une nouvelle bonification du régime de rente du Québec d'ici 2040. Numéro 2, défendre les meilleurs régimes actuels. Numéro 3, améliorer l'accès au régime d'employeurs. Numéro 4, améliorer les produits d'épargne retraite individuelle. Numéro 5, mettre sur pied un revenu viable garanti pour l'ensemble des citoyennes et citoyens. Encore une fois, bien important, en premier, enfin le score numéro 1, c'est pour votre priorité, numéro 1, et plus on va vers des scores élevés, moins c'est prioritaire selon vous. Bien important.
Donc là, nous avons 5 répondants sur 200 personnes connectées. On va attendre que les réponses entrent, puis je vais parler des premières tendances. Donc, la question est, face aux incertitudes croissantes associées à la qualité du complément donc, des régimes d'employeurs, disons, quelle devrait être la priorité pour assurer un revenu de retraite viable pour tout le monde en 2040? Là, on est à 45, 48, 49 répondants sur 202 personnes connectées. Et ce qui ressort en priorité, ça va être le fait de mettre sur pied un revenu viable garanti pour l'ensemble des citoyens et citoyennes. Je vous laisse continuer à répondre. La proposition numéro 4 et numéro 1 sont à peu près proches. Donc, en première position, donc première priorité, moi je lis donc mettre sur pied un revenu viable garanti pour l'ensemble des citoyens et citoyennes. Et en deuxième priorité, je vois réaliser une nouvelle bonification du régime de rente du Québec d'ici 2040. 118 répondants sur 203 personnes connectées. Plus de la moitié des répondants, déjà. Je me sens un peu comme la directrice des élections, le 3 octobre dernier. Donc, 131 répondants et le score reste le même. Chers participants et participantes et collègues, il est à peu près 14h40. Okay? Et j'aimerais qu'on prenne le temps justement de vous laisser la parole à vous, entendre vos questions, commentaires que vous aurez pour nos 2 conférences d'aujourd'hui. Et on va avoir à peu près 20 minutes de période de questions micro ouvert. Donc, si vous avez des questions que vous aimeriez poser à nos conférenciers, n'hésitez pas. Juste jeter un dernier coup d'œil aux réponses, puis après je vous donne la parole. Donc, à 137 ballots ouverts sur 203 personnes connectées, la priorité numéro 1, selon vous, est de mettre sur pied un revenu viable garanti pour l'ensemble des citoyens et citoyennes. La priorité numéro 2, selon vous, ce serait réaliser une nouvelle bonification du régime de rente du Québec d'ici 2040. Je vous remercie sincèrement pour les votants. Et donc, on va passer à la période de questions micro ouverts. Je vais commencer. 1, 2, 3, 4. Merci beaucoup pour l'orientation. J'apprécie beaucoup. Donc, comme tout à l'heure, comme ce matin, vous vous présentez, vous dites à qui s'adresse votre question ou votre commentaire, et vous formulez votre question ou commentaire de manière brève et concise. Donc, monsieur, à vous. Bonjour. Guy Gagné. Je crois que c'est M. Bélanger. C'est ça? Boulanger. Boulanger, excusez. Boulanger. Donc, pour le RQ, écoutez, moi, je suis président de fonds de pension, puis on a encore plein de monde qui prennent leur retraite, qui prennent leur RQ à 60 ans pendant qu'ils sont à l'emploi. Ça persiste, cette rumeur-là, pour le 73 ans, mais il y a tous les facteurs de planification de la retraite là, qui semblent perturber comme les années avant 2008. Il y a des changements qui ont été faits, puis les gens, ils capitalisent pas sur le changement, puis ils perdurent là, sans avoir aucun indicateur physique de santé pour prendre ça d'avance. Eux autres, tout ce qu'ils pensent, c'est que si tu le prends pas, tu vas avoir une perte jusqu'à... Ça reste, on n'est pas capable de leur enlever, puis c'est des gens en santé. Ça te prend un malade, puis il y en a 60 qui vont l'avoir pris de la même manière que le gars ou la femme qui a eu un cancer, puis qui pense que son espérance de vie va être réduite. Puis ça lâche pas, ça persiste pas. Puis sur votre site, on ne voit pas plus d'indications que ça pour vanter le fait que faut que vous en parliez à votre planificateur, puis que c'est pas arithmétique. Il y a des éléments qui influencent la décision, puis c'est tout le temps trop tard. Puis il y a un deuxième facteur qui est fatigant au niveau du RQ. Chez nous, on a le droit au travail réduit à partir de l'âge de 55 ans. Quelqu'un à 60 ans va prendre du RRQ pour pouvoir combler le manque à gagner qu'il a, le fait qu'il commence à travailler en travail réduit.
Lorsqu'il tombe malade, puis qu'il tombe sur le régime privé supplémentaire après 2 ans, on le force à aller chercher l'invalidité, la rente d'invalidité. Il ne peut pas y avoir accès puisqu'il est prestataire du RRQ. Et les assureurs voient ça comme étant une prestation d'invalidité, puis ils reculent à la première journée en disant « tu n'as pas déclaré ce revenu-là ». Alors que le travailleur n'a pas été le chercher pour combler le manque à gagner pendant qu'il était malade, il a été le chercher pendant qu'il était en santé puis qu'il a réduit son temps de travail. Ça aussi, la loi ne prévoit rien là-dessus. Puis c'est un gros handicap parce qu'il y a tout le temps un effet de rétroaction sur 2 ans. C'est des fraudeurs pour les assureurs, ces gens-là, alors qu'ils ne l'ont pas fait dans ce sens-là, puis ils ne voulaient pas. Là, on est rendu qu'on leur dit « prenez-les pas, le RRQ, parce que si vous tombez malade, vous allez être dans la merde ». Merci beaucoup, monsieur. Deux volets, là. Il y en a un qui est légal, puis il y en a un qui est la perception des gens. Merci beaucoup, monsieur Boulanger. Non? Oui, ça marche. Ça marche. OK. La question est vraiment un peu large, mais je vous dis, théoriquement, pour l'instant, Retraite Québec, on n'est pas en mesure vraiment de dire chaque personne quelles sont toutes ses caractéristiques individuelles pour vraiment. On recommande aux gens d'aller rencontrer un conseiller financier ou un planificateur financier de préférence, mais honnêtement, dans les faits, c'est pas ce qu'on observe. Il y a 58 % des gens à peu près qui prennent la décision sans avoir consulté personne ou parfois un membre de leur famille. Là. Ton beau-frère t'a dit prends ta retraite à 60 ans, c'est à peu près ce que tu as fait. Pour ce qui est de la question du travail, oui, 55 % des gens qui ont à peu près de RRQ, bien, ils continuent à travailler en 60-64 ans. C'est en croissance de façon continuelle. Mais ça, c'est un peu bizarre. Là. Les individus sont toujours en emploi avec des taux d'imposition quand même élevés, mais ils décident d'aller chercher le RRQ depuis qu'on a, entre autres, levé les conditions là, pour avoir accès à la rente. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir cessé de travailler actuellement pour avoir accès à la rente, mais les gens, ils viennent chercher le RRQ alors qu'ils sont toujours en emploi de plus en plus. Puis l'autre volet pour les assurances collectives, bien, en fait, souvent, les assureurs vont vous dire que ça a été pricé, en parenthèse, ça fait partie du contrat. On avait comme établi que la personne qui devient invalide, il y a une exigence qui est associée au contrat d'aller chercher soit sa prestation d'invalidité, plus généralement du RRQ, ou une prestation de retraite si le contrat est fait de cette nature-là. Fait que, théoriquement, les assureurs vont vous dire que vous avez payé moins pour. Si vous voulez qu'ils ne fassent pas ça, il faudrait vous demandiez de ne pas tenir compte de nos prestations puis de payer un peu plus cher quand même de protection au quotidien. Parfait. Merci beaucoup, M. Boulanger. Alors, donc, je vois qu'on a 3 personnes ici et 2 personnes là. Donc, je vous propose, pour laisser la chance à chacun de poser ses questions, puis que nos conférenciers puissent y répondre, on va y aller en mode pool de questions. Par contre, s'il vous plaît, je vous demande d'être concis dans vos commentaires et aux questions et bien de bien préciser à qui ça s'adresse. OK? Donc, monsieur, ici. Oui, une question pour M. Boulanger. Tantôt, vous avez montré un tableau où est-ce qu'on pouvait améliorer nos rentes en prenant plus rapidement nos REER, nos économies personnelles, pour faire en sorte de demander la Régie des rentes à 70 ans, ce qui fait que, bon, sur le total, à l'autre bout, ben c'est plus rentable. Quelqu'un qui a un compte de retraite immobilisé ne peut pas faire ça actuellement avec les règles. Est-ce qu'il y a des travaux là-dessus? Puis est-ce qu'à un moment donné, on a un horizon où est-ce qu'on va avoir un résultat, qu'on va être capable de faire ce style de gymnastique-là pour améliorer les rentes des gens qui sont avec des comptes de retraite immobilisés? Ça, c'est une première question. Deuxième question, je sais que c'est plus politique, là, mais vous êtes quand même bien placé, je pense, pour nous informer. Deuxième question, c'est les gens qui retournent au travail alors qu'ils sont à la retraite et qu'ils ne touchent pas, qu'ils sont sur un régime complémentaire, de retraite et qui sont encore assez jeunes et qui retourneraient sur le marché du travail. Dans certains cas, comme ils n'ont pas nécessairement travaillé 40 ans ou plus, dans certains cas, quand ils reviennent, s'ils ne travaillent pas beaucoup d'heures, ça pourrait baisser leur rente de retraite à 65 ans. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits là-dessus, considérant qu'il manque de main-d'œuvre, puis qu'il y a peut-être des gens qui ne reviennent pas dans le marché du travail, entre autres parce qu'ils entendent des choses comme ça? Merci beaucoup, monsieur. On va passer à madame ici.
Bonjour, Evelyne Couturier de l'Iris. J'ai une petite question pour Mme Lamarche. C'est simplement, j'aimerais que vous développiez un peu sur le droit à la retraite sans discrimination. Parfait, merci beaucoup. On va y revenir par après. Ensuite, on a monsieur là-bas. Bonjour, Jocelyn Bourdon, je suis vice-président du SCFP Québec pour le secteur municipal. Vous savez, dans le secteur municipal, on s'est fait voler nos retraites par la loi 15, donc une partie de nos épargnes, on se les fait voler par les gouvernements, par les villes. Merci de votre présentation, M. Boulanger, parce que ça démontre que notre lutte d'améliorer, premièrement, le régime public, parce que si on considère, parce que là, les slides allaient vite, là, mais les pourcentages étaient basés sur des salaires de 50 000 par année, là. Dans beaucoup d'entreprises, là, les gens ne gagnent pas ça 50 000 par année. Ce n'est pas un salaire de riche, 50 000 par année. Il faut faire attention à ça aussi. Puis si on considère qu'avec la PSV, puis quelqu'un qui n'a pas de retraite, qui n'a pas de régime complémentaire de retraite, avec la PSV puis la RRQ, quelqu'un va gagner autour de 14 000 à 15 000 par année, c'est une retraite décente. On n'est pas là, là. 15 000 par année, c'est rien, là. C'est rien. Donc, ces chiffres-là nous ont, en tout cas, moi, m'ont ouvert encore plus les yeux à dire on améliore nos régimes de retraite complémentaires, puis il faut pousser encore plus fort pour améliorer le régime de la RRQ. C'était seulement un commentaire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur ici. Bonjour, ici Pierre-Claude Poulin de l'Association québécoise de la défense des droits des retraités. Une association qui défend surtout les gens qui sont au supplément de revenu garanti pour vivre. 39 % des retraités sont sur le supplément de revenu garanti, qui vivent avec uniquement 21 000. On a un autre constat qu'on a réalisé, la capacité d'épargner des citoyens. On remarque qu'au Canada, dans l'ensemble du Canada, suite aux recherches de l'Institut de la paye, normalement, en période économique normale, c'est 28 % des citoyens qui parviennent à épargner entre 0 et 5 % de leur paye. En période inflationniste comme on vit, ça monte à 34 %. Quel est le droit à la retraite pour ces gens-là? Je pose la question aux deux. Puis sur vos tableaux, où vous montiez, monsieur l'actuaire, qui était comme satisfait parce qu'il comblait, parce qu'il y avait des petits revenus, puis il pouvait vivre avec toujours avec le 70 % de tes petits salaires ou des choses comme ça, mais tu n'as pas le revenu viable. Et l'an dernier, on a compté que 38 % des itinérants au Canada étaient des retraités qui avaient perdu leur logement. Ça, c'est pas une qualité de vie du tout. Comment s'assurer pour avoir une vie, une dignité à ce moment-là? J'ajoute à ça, je ne vais pas prendre trop de temps, depuis 2014, en période où c'est les baby boomers qui arrivent vraiment dans les résidences de personnes âgées, qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'aide, on est rendu à 800 RPA qui ont fermé et qui ont changé de vocation présentement, chiffre à l'appui. Alors ça, c'est beaucoup de RPA. La grosse majorité, c'était des RPA qui desservaient une clientèle au supplément de revenu garanti. Et les grosses RPA que j'appelle cage en or, qui changent de vocation pour prendre une vocation uniquement bloc-appartement, bien celles-ci, c'est parce qu'ils ont eu une clientèle qui avait un supplément de revenu garanti, mais qui avait un actif qu'ils ont vendu en rentrant dans la RPA, mais qui ont liquidé l'actif dans la RPA. Alors, j'aimerais avoir des solutions. Merci beaucoup, monsieur. Et la dernière, madame, oui? Oui, bonjour, Marie-Josée Dupuis du collectif pour un Québec sans pauvreté. Je voulais revenir sur quelque chose que M. Boulanger a mentionné tout à l'heure, que à partir de 60 ans, il y a plusieurs personnes qui font le choix délibéré de prendre leur rente de la Régie des rentes du Québec, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des personnes qui le font par obligation. Je pense par exemple aux personnes qui ont travaillé pendant leur vie, mais qui, vers la fin de leur vie, se retrouvent dans les programmes d'assistance sociale, donc à l'aide sociale ou à la solidarité sociale, qui, elles, ont l'obligation de retirer, en fait. Ça se fait automatiquement, c'est pas un choix pour elles, de retirer directement à partir de 60 ans leur régie des rentes. Donc, ça pose pour elles un problème de pauvreté, évidemment, à 60 ans, mais pour le reste, le reste de leur vie, là, ça les maintient dans une situation difficile parce qu'ils ont des rentes diminuées pour le reste de leur vie. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser M. Boulanger, Mme Lamarche répondre. Je vais y aller.
Essentiellement, je vais commencer par la dernière. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Là, les bénéficiaires du MTES ont l'obligation de demander la rente à 60 ans. Et ce n'est pas dans mon registre, malheureusement. Mais on les voit, là, ces gens-là. 97% en tout cas, les gens qui touchent de l'aide sociale ont l'obligation de toucher tous les revenus disponibles avant d'avoir l'aide sociale. Qu'est-ce qu'il y en est du CRI et où la gestion des droits après 65 ans? C'est des problématiques. Comment améliorer la rente, la gymnastique, la stratégie de rente quand on a un CRI et non des régimes plus flexibles? C'est des problématiques qui sont connues, là, mais je peux pas, j'ai pas de réponse à ça pour l'instant. Parfait. C'est bon. Puis, on avait donc, là, je vais laisser la parole à Madame Lamarche aussi. On vous demandait d'approfondir sur la notion de retraite sans discrimination. Puis, je pense qu'on peut embarquer aussi sur la question de comment garantir une certaine dignité à la retraite. Merci pour les questions. Alors, le thème de la discrimination, la meilleure façon de s'en sortir, c'est toujours de dire, oh, vous savez, c'est un truc compliqué. Alors, je vais essayer de simplifier ça. On ne parle pas ici des enjeux de disparité de traitement dans les régimes complémentaires. Ce n'est pas ça le truc. C'est un vrai enjeu, on fait des progrès, mais ce n'est pas ce qui est à la clé, je pense, du concept de discrimination sur la vaste question de la retraite digne ou du revenu suffisant. Alors, je vais prendre un exemple. J'abuse de vous, M. Boulanger, je m'en excuse. Alors, dans votre présentation, vous dites on est presque au point où le travail serait ou pourrait devenir ou serait devenu le 4e pilier de la retraite. Ça, dit de manière neutre, c'est parfait. C'est tigidou paxac. C'est hautement discriminatoire parce que si on fait une analyse d'impact, et je pense que vous allez en convenir avec moi quand même, cette affirmation n'a pas les mêmes conséquences pour tout le monde. Je reviens à ma petite pelote tantôt, mes travailleurs de la marge, les travailleurs qui ont exercé des travaux pénibles, il y en a qui sont plus capables, mais qui vont devenir des personnes non déclarées en situation de handicap parce que retraitées ou passant du travail à la retraite, malgré la pénibilité et l'usure du corps. Il y a plein de zones de discrimination innommées qu'on ne met pas en évidence quand on accepte l'affirmation neutre, parce que c'est séduisant quand c'est dit avec l'élégance qui est la vôtre, mais ça ne marche pas quand on porte attention aux groupes vulnérables. Ça, c'est la discrimination, pas tant au sens de la charte, mais au sens des politiques publiques. Alors, on peut travailler en aval, embaucher des avocats pro bono puis se rendre à la Cour suprême, c'est correct, c'est superbe, mais travailler en amont, c'est éviter les angles morts. Je trouve que un autre exemple d'angle mort et discriminatoire dans les politiques, on dit tout le monde cotise à la RRQ. Vous avez raison. Je suis même d'accord avec vous quand vous dites que c'est la meilleure affaire en ville, la RRQ. Mais ce n'est pas vrai que tout le monde cotise de facto. Si vous êtes du type statut variable, plus ou moins présent sur le marché du travail blanc, gris pâle, gris foncé, je déclare pas mon revenu, vous êtes un travailleur vulnérable et vous êtes happé par l'affirmation générique juste sur le plan de la politique publique et générique que tout le monde cotise à la RRQ. C'est pas vrai dans les faits et c'est pas vrai non plus. Je sais bien que c'est pas vous, je vous en veux pas personnellement, mais c'est pas vrai non plus que ça a un impact neutre sur l'ensemble des Québécois. L'autre groupe auquel je pense, ce sont, et Dieu sait qu'on en parle par les temps qui courent, les travailleurs migrants, selon leur statut, selon qu'ils aient accès ou non aux, comment on dit en français, les ententes de portabilité ou de transférabilité. Bien, si vous êtes dans le champ Sainte-Clotilde puis votre retraite est au Mexique puis que vous avez cotisé au Québec, quelle retraite digne, quelle égalité. Alors, je préfère, parce qu'en vieillissant, je suis un peu tannée de lire la jurisprudence de la Cour suprême, ça c'est dit respectueusement, je préfère qu'on pense en amont
la discrimination plutôt qu'en aval. « Oh zut, on s'est trompé, on va prendre un recours. » Vous le savez mieux que moi, c'est un enjeu de coût et c'est pas nécessairement, c'est correcteur, mais c'est pas transformateur d'une politique publique. Et intégrer la discrimination, les discriminations, si vous n'avez pas le mot, utilisez le mot vulnérabilité. On ne peut pas, pour répondre à votre deuxième question, concevoir une retraite digne qui, je le répète, n'est pas qu'un outil de lutte contre la pauvreté. Je n'ai pas travaillé ma vie à la perdre pour ne pas être pauvre à la retraite. Ce n'est pas ça la norme d'équité et d'égalité. Donc, on ne peut pas imaginer ce type de politique publique pour ne pas se retrouver dans la rue à Vancouver ou pour ne pas trouver de logement à Montréal sans intégrer l'analyse d'impact des discriminations selon un ensemble de groupes vulnérables assez importants à identifier parce qu'habituellement, ils sont gommés. J'ai des collègues qui ont fait un travail spectaculaire pour mettre au goût des régimes de retraite l'analyse différenciée selon le sexe. Et je les salue avec amour. Elles ont fait un travail remarquable, Ruth Rose notamment. Mais il y a plein de groupes qui sont dans la zone d'ombre actuellement et qui ne peuvent pas répondre à la proposition que vous faites, voire s'ajuster, même en marchant à quatre pattes, parce qu'ils sont victimes de la pénibilité du travail, ils sont victimes de l'imprévisibilité du revenu et ils ne sont certainement pas en mesure d'aller consulter un planificateur financier. J'épouse tellement vos propos, parce que la réalité, c'est que moi, je vois au quotidien. Et je pense que ça répond aussi très bien à la question qui a été posée parmi les questions sur justement le droit à la retraite de ceux qui ne sont pas en mesure ou capables d'épargner, en fait, parce que du fait de l'inflation et autres. Et moi, ce que je retiens beaucoup de vos propos, Madame Lamarche, c'est vraiment la notion d'analyse intersectionnelle. L'intégration de l'intersectionnalité, oui, selon les sexes, mais aussi selon les milieux sociaux, selon les origines ethniques, etc., etc. On peut aller très loin à ce niveau-là. Donc, le temps nous manque, malheureusement. Donc, je vous remercie chaleureusement, Madame Lamarche, Monsieur Boulanger, pour votre collaboration, pour vos conférences et surtout pour vos réponses. Messieurs et dames, on va aller en pause de maximum 15 minutes parce qu'on a encore une troisième thématique à échanger tantôt. Donc, je vous invite à aller dans le hall d'entrée pour la pause. On se rejoint dans la salle au plus tard à 15h15. Merci beaucoup et à tantôt.